Voilà, c'est parti pour le bulletin d'information. Au troisième jour après la reprise du procès d'Hissène Habré, la Cour a procédé à l'audition de Arnaud Dingamadji, chercheur et historien tchadien. Dans un long rapport, l'homme est revenu sur le contexte historique du Tchad sous le magistère d'Hissène Habré, notamment le climat politique, la guerre contre la Libye de Kadhafi, mais aussi la rébellion au sud du Tchad, même par les codes et la répression qui s'en est suivie. L'expert a également apporté des éclairages sur la répression des Adjaraï et des Zagawa suite à la mise en place du Mossawa créé par des dissidents issus des rangs du président Habré. À la fin de son exposé, Dingamadji a répondu aux questions des différentes parties prenantes à l'audience, a noté la présence de 3 avocats commis d'office par les chambres africaines extraordinaires pour la défense. Hissène Habré, pour sa part, n'a pipé aucun mot. Il a été interpellé à 3 reprises par la Cour pour se présenter devant la barre, mais il est resté de marbre. Et puis, chaude journée hier au marché Petersen, des grenades lacrymogènes jetées par les forces de l'ordre. La cause, un des délégués désespéré a tenté de s'immoler. Les marchands ambulants regrettent 7 mois dans le désarroi. Ils demandent un sursis pour les besoins de la Tabaski. Les chauffeurs établis dans le garage dénoncent également cette violence. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye. Tout est parti de là lorsque Damba, un des délégués des marchands ambulants de Petersen, a voulu s'immoler. Dès lors, la réaction des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre. Damba voulait coûte que coûte s'immoler. Heureusement, nous étions à ses côtés. Il y avait tellement de bruit qu'un des policiers a jeté une grenade lacrymogène. Nous n'avons aucun problème. Nous sommes tous des pères de famille responsables et conscients. Une situation désastreuse, c'est le travail de beaucoup de commerçants à l'arrêt. Nous n'avons nulle part où aller. Nous demandons au maire à Lundoy de nous laisser ici jusqu'après la Tabaski. Le centre commercial qu'il nous propose de rejoindre est très enclavé. Les policiers sont là jour et nuit. Ils nous surveillent comme du lait sur le feu et parfois ils nous embarquent de force. Même les chauffeurs subissent les contre-coups de cette violence. Nous sommes vraiment perturbés par cette situation. Il faut une solution urgente. Pourquoi la mairie ne les laisse pas travailler jusqu'après les fêtes? Notre travail est au ralenti. Sincèrement, ces affrontements freinent nos activités. Vivement une entente entre les deux parties. Échoppe fermée, propriétaires inquiets sous le regard désabusé des badauds, un climat apaisé vivement souhaité en ces temps qui courent. Maïmouna Ndiaye, les étudiants en sciences de l'éducation, de la formation et des sports en sitting hier à la place de l'Obélisque. Ces étudiants issus des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation de Saint-Louis et de Louga réclament leur intégration dans la fonction publique. Ils ont suivi 2 ans de formation et exercent depuis comme enseignants contractuels. Ibrahima Silla est au micro de Aminata Mbarisso. On est sorti de l'UGB, on a subi une formation et actuellement, toujours on est en situation de professeur contractuel. Telle ne devait plus être la situation actuellement. Donc il faudra vraiment que les autorités du système éducatif prennent leurs responsabilités, agissent. Ce que nous voulons, c'est notre intégration dans la fonction publique. On l'a dit tout à l'heure et immédiatement avant la rentrée scolaire. Tout à fait autre chose. Les avocats de l'État sur l'affaire Karim Wade de retour de Genève annoncent que le groupe de travail de l'ONU promet de revoir leur réponse. Ces avocats déplorent par ailleurs la présence d'un Béninois au sein du groupe de travail. Selon eux, celui-ci est proche des avocats de Karim Wade. C'est un reportage de Pape Faraning. Le groupe de travail de l'ONU promet de réexaminer les réponses de l'État après la publication de son avis sur la détention de Karim Wade, condamné par la CREI,
De retour de Genève, les avocats de l'État estiment qu'il est nécessaire pour la crédibilité du groupe de travail de revoir son avis. Réinstaurer cette coopération mutuelle avec le Sénégal et ils disent qu'ils vont réexaminer. Mais pour le moment, on attend. Mais nous, comme nous vous l'avons encore dit, il fallait qu'on marque le point en le rappelant que les choses ne doivent pas se faire n'importe quoi et n'importe comment et qu'ils doivent respecter les règles qui se sont eux-mêmes fixées. Même le président a dit que le Sénégal est fer de lance des droits de l'homme dans le monde. Donc c'est pour la crédibilité de ce groupe. Pour les avocats de l'État, le principe de l'équité n'a pas été respecté par ce groupe. L'État du Sénégal a déposé son dossier et le groupe s'est permis de dire que le dossier est arrivé en retard. Donc nous avons dit attention, c'est la première fois. Bon, peut-être on pourra dire, bon, est-ce que, parce qu'ils sont venus tout récemment, il y a 2 ou 3 qui ont été nommés en 2014, mais ce n'est pas une raison. Quand vous venez pour rendre des avis, il faut regarder la jurisprudence, les précédents. Dans les précédents, des pays ont déposé bien au-delà du délai. Et pourtant, le groupe a accepté le dépôt. Pour le Sénégal, non seulement le groupe n'a pas accepté, mais le groupe n'a même pas notifié au Sénégal qu'on a rejeté votre dossier. Ce n'est que quand l'avis a été rendu que le Sénégal s'est rendu compte que son dossier a été rejeté, ce qui n'est pas bien. La présence d'un Béninois dans les instances de décision du groupe de travail de l'ONU a été déplorée par le pool d'avocats. D'autant plus qu'un des membres est en conflit d'intérêts. Vraiment, non seulement il n'aurait pas dû intervenir parce qu'il y a un Béninois qui est complice de Karim Wade, mais plus grave, il s'est épanché sur cette affaire en dehors des délibérations secrètes du groupe, violant son obligation de réserve. Ce qui est une atteinte également, si vous voulez, au caractère fiable de l'avis qui a été donné et portant même atteinte au crédit de l'institution. Les avocats de l'État du Sénégal confirment que l'avis du groupe de travail de l'ONU n'aura aucun effet sur la condamnation de Karim Wade après la décision de la Cour suprême. La société civile africaine appelle les chefs d'État de la zone CEDEAO à une limitation de leur mandat, cela pour éviter les alternances troublées. Selon les membres de cette structure, cette limitation contribue à renforcer la démocratie en Afrique. Codé Ndiaye. La limitation des mandats présidentiels dans l'espace CEDEAO, une préoccupation des membres de la société civile africaine. La structure a procédé à un plaidoyer pour des transitions démocratiques au sommet des États. Les chefs de l'État nous donnent ce signal qu'ils épousent cette valeur que nous considérons comme une valeur cardinale de la démocratie aujourd'hui, c'est-à-dire la limitation des mandats, n'est-ce pas, présidentiels. Ce que nous attendons de cette réunion, c'est que la société civile s'organise comme à son habitude lorsqu'il y a des questions de ce genre pour essayer, n'est-ce pas, de faire du plaidoyer. Et, entre parenthèses, entre griffes, de mettre la pression, n'est-ce pas, pour que nos chefs d'État comprennent que les citoyens de la région sont d'accord pour la limitation des mandats. Ce sondage a montré qu'en Afrique de l'Ouest, le résultat qui a été publié en mai, en moyenne, près de 80% des citoyens de la région sont pour la limitation des mandats à 2. On ne comprend pas pourquoi les présidents hésitent à l'adopter comme une norme communautaire. Mais quel avantage à vouloir limiter les mandats présidentiels? Lorsque vous adoptez la démocratie comme mode de gouvernance de votre pays, vous reposez sur l'hypothèse que tous les citoyens, lorsqu'il s'agit de la gestion des affaires de la cité, sont égaux. Ça veut dire que dans un tel régime, il est inadmissible que quelqu'un considère que lui sera le dirigeant pendant tout le temps et les autres seront dirigés pendant tout le temps. Et donc ce n'est pas compatible avec la nature du régime démocratique. La deuxième chose, c'est extrêmement important lorsque vous venez au pouvoir de savoir que vous y êtes pour un temps. Parmi les 15 pays membres de la CEDEAO, 13 ont inscrit la limitation des mandats dans leur constitution, une avancée démocratique certes, mais insuffisante. En Afrique de l'Ouest, lorsque vous comparez la région aux autres régions de l'Afrique, disons que la pratique nous dit qu'on se porte plutôt bien. Par exemple, sur les 15 pays de la CEDEAO, il y en a 13 dont les constitutions contiennent des dispositions qui limitent, n'est-ce pas, les mandats présidentiels. Nous pensons que c'est bon qu'au niveau communautaire, il y a une décision, il y a un signal des chefs d'État pour nous montrer que c'est une valeur, non seulement qui est déjà en œuvre dans des pays de la région, mais qu'au niveau communautaire, nous épousons cette valeur. Les constitutions africaines sont souvent tripatouillées par certains chefs d'État pour se maintenir au pouvoir. La limitation des mandats, seul gage d'une alternance démocratique et pacifique dans l'espace CEDEAO.
Code Ndiaye, merci. Améliorer et promouvoir le couscous économique, c'est le vœu des producteurs et transformateurs des produits céréaliers. Ces acteurs se sont réunis hier à l'Institut de technologie alimentaire. Une nouvelle rencontre qui vise à donner plus de valeur à la fabrication du couscous, un procédé qui passera, selon le coordonnateur, par la fermentation contrôlée. Al-Hassan Bar. Le couscous économique, un élément de réponse pour les transformateurs de produits céréaliers, un résultat qui passe directement par l'utilisation de la semoule. Dans un premier temps, de créer ce couscous à partir de la semoule. C'est-à-dire, au lieu de transformer jusqu'au stade farine, on se limite au stade semoule parce que la semoule a à peu près la dimension du couscous. Et on passe à l'étuvage. Donc on gagne en temps, hein, on gagne aussi en économie de force de travail parce qu'on ne roule plus, mais également on gagne même en énergie. Hein. Donc voilà pourquoi donc ce couscous-là est donné, on lui donne le nom de couscous économique. L'aspect transformation est extrêmement important. D'abord, ça permet d'une part d'améliorer le revenu, comme on a dit tout à l'heure. Deuxième fois, ça permet aussi d'assurer la relance de la filière céréale et qui parle d'augmentation de la productivité et donc arrive à la sécurité alimentaire. Je crois que quand on parle de couscous économique, je crois qu'on touche un peu le bien-être puisque certainement les qualités organoleptiques du produit vont être beaucoup meilleures que ce que les populations ont l'habitude de consommer. Une seconde phase est consacrée à l'amélioration des produits finis et selon le coordinateur du projet, la méthode utilisée est la fermentation contrôlée. Les consommateurs, d'après les tests que nous avons faits, veulent un couscous dont le goût est légèrement acide. Alors que dans le premier produit que nous avions mis au point, il n'y avait pas cette caractéristique-là. Donc nous allons le travailler dans cette deuxième phase et ce sera sous forme de ce que nous appelons fermentation contrôlée. Et à l'issue maintenant de ce travail, on fera la vulgarisation en formant les transformateurs, mais également en procédant à l'incubation d'entreprises. Les producteurs et les transformateurs se sont penchés sur le projet, une initiative qui s'étale sur une durée de 3 ans. Plus de 60 millions de francs CFA serviront à sa réalisation. Et puis le tribunal suprême de Guinée-Bissau a déclaré inconstitutionnelle la nomination de Bassirou Dia comme Premier ministre par le président José Mario Vaz suite à une requête des partisans de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, une décision qui prouve que le pays est loin de sortir de l'impasse politique malgré la médiation de la CEDEAO. Vous entendrez nos envoyés spéciaux dans la version en Wolof. Ce sera dans quelques minutes. C'est tout pour le bulletin d'information.